Oui. Donc, notre entretien, c'est… Alors, oui, longtemps. Louise, il faut que tu me donnes l'autorisation d'enregistrer. Tu Avec cliques sur mon icône et vois, puis tu m'autorises à enregistrer. avec cette nouvelle, ils ont changé de chat, Mekos. OK. C'est bon, C'est c'est bon. bon? Ça marche, oui. OK. Ah oui, avec, et moi, je suis sorti, je ne sais pas pourquoi. Mais là, tu es toujours haute, c'est bon. Oui, Donc, tu peux justement, il enregistrer faut que je aussi. reste, sinon, bah, apparemment, ça change de… Et ça va Oui. couper L'enregistrement. Oui, pas Oui. uniquement l'enregistrement, même la connexion. D'accord. Bref, c'est une nouvelle, je crois, ils ont fait un certain… Et chaque fois qu'ils font une… Comment ils appellent ça? Update, ils changent les normes. Oui. Bref, notre débat essentiellement a pour base un article du docteur Jacques Vigne sur Krishnamurti. Et moi qui a déjà écrit plusieurs articles et qui prépare encore une recherche, j'avoue, sans le flatter, que c'est l'un des meilleurs, ce qu'il a écrit. Pourquoi, selon moi, c'est l'un des meilleurs? Parce qu'il prend une position juste au milieu. Et les biographes de Krishnamurti n'ont pas cessé de le flatter, en quelque sorte. Et ceux qui l'ont critiqué, ils l'ont critiqué très sévèrement. Donc, soit ange, soit bête, et entre les deux, voilà, et vient l'article critique du docteur Jacques Vigne pour positionner, en quelque sorte, Krishnamurti là où il faut. Ce que j'ai regretté un petit peu dans cet article, c'est qu'il est un peu concis, c'est-à-dire ce qu'il a développé comme idées peuvent être même développées dans un livre. Et c'est pour ça qu'on va discuter un peu pour entrer un peu plus dans les détails et qui sait peut-être à partir de ces entretiens, il pourra élargir le champ de son travail sur Krishnamurti, surtout que c'est une personnalité intéressante, quel que soit notre point de vue, notre attitude vis-à-vis de cette personne, mais c'était quelqu'un de sérieux et qui a influencé vraiment la sagesse du XXe siècle et beaucoup de gens ont été impressionnés par lui. Et apparemment, il était très sérieux même, quel que soit, comme on a dit, notre point de vue de lui. De toute façon, tout ça, on va essayer de l'élucider dans ce débat et dans un prochain débat. Je crois qu'on ne pourra pas tout finir aujourd'hui, tellement c'est riche cet article et tellement il ouvre des horizons sur une approche, disons, assez distante, objective et positive même de Krishnamurti. D'abord, Dr. Jagin, Krishnamurti, tu dis, là, malheureusement, ton article n'est pas publié pour que je dans un livre pour que je mentionne des pages. Krishnamurti dénonce les pratiques traditionnelles, tu dis. Disons, la pratique ne peut être obtenue par l'effort. Mais, là, tu continues, il a lui-même consacré un temps considérable à la sadhana. En particulier, c'est ce que déjà tu as dit maintenant dans la méditation guidée, en particulier durant les années oubliées d'Ujjayi entre 1930 et 1946 et les 15 mois de silence et de retraite totale qu'il a observé en 1950-1951. Je crois que les années d'Ujjayi, c'est avant 1929, non? Les années d'Ujjayi, il est resté à Ujjayi principalement entre 1930 et 1947. Il y a été avant, mais il a fait retraite pendant 17 ans. Il voyait très peu de monde et il était dans la forêt à Ujjayi. Ma question
Docteur Jacqueline, pourquoi, selon vous, a-t-il caché sa sadhana? Il n'en parle pas, alors que là, on trouve que c'est clair, il a fait de longues sadhanas. Oui, ben, je pense qu'il voulait aller directement à ce qui était important pour les gens et éviter de se présenter comme un modèle à imiter. Donc ça, il évitait soigneusement. Et s'il avait trop insisté là-dessus, les gens se seraient dit, moi aussi, il faut que je passe 17 ans en solitude. Et beaucoup de gens, sans doute, seraient devenus fous parce que les gens ne sont pas prêts pour passer 17 ans en solitude. Voilà, donc il a senti tout ça et il ne voulait pas qu'il soit être adulé comme juste quelqu'un qui fait des choses inatteignables. Il voulait qu'on écoute son enseignement et qu'on le pratique. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il n'insistait pas sur ses propres pratiques. Voilà, c'était son itinéraire à lui. Et ça ne devait pas être un modèle absolu en disant Krishnamurti a fait 17 ans, moi je vais faire 18 ans et demi, comme ça je serai plus sage que lui. Voilà, hein, quand on est trop dans l'imitation, on devient dans la concurrence aussi. Et donc, ça, c'est pas être un bon disciple. Il n'a pas caché, donc uniquement, il n'en a pas parlé? Non, c'est ça, oui, il n'insistait pas là-dessus. Bon, je n'ai pas lu tous ses entretiens, mais dans les entretiens, il répondait aux questions, il cherchait à se libérer du connu, à ce que les gens se libèrent du connu. Il insistait beaucoup sur cette voie de la connaissance, mais il rentrait rarement dans des détails autobiographiques. Alors, les gens qu'il connaissait mieux ou qui lisaient tout simplement sa biographie, ils savaient ces choses-là, mais lui n'insistait pas dessus dans les entretiens publics. Alors, peut-être dans les entretiens privés, s'il voyait que ça pouvait aider quelqu'un, il pouvait en parler. Hein. Certainement, il devait le faire de temps en temps, mais en public, il en parlait assez peu. Ben, Dans ce que j'ai lu. Hein. Il n'entrait pas dans des détails biographiques, malgré qu'il y a deux biographes de sa connaissance. Il y a Marie Lutens que lui-même lui a demandé donc d'écrire sa biographie. Il y a l'autre, comment elle s'appelle, l'autre? Popol Jayakar, Ouais. qui Et les était deux, une sorte de ministre de la culture de des l'Inde, proches disciples. très proche d'Indira Gandhi. Et donc, elle aussi avait été proche de Krishnamurti. Et elle a écrit un gros livre que j'ai lu en entier, très intéressant, 500 pages sur la biographie de Krishnamurti. Et comme le faisait remarquer Swami Vijanda, qui avait lu aussi ce livre, il disait c'est bien écrit par une hindoue et elle n'a aucun mot de critique pour le gourou sur 500 pages. Voilà, Krishnamurti est le gourou. Et donc, même si Krishnamurti dit il ne faut pas de gourou, pour elle, c'est son gourou. Donc, elle met toutes ses qualités, etc., tout ce qu'elle admire en lui. Et c'est vrai qu'elle donne des choses très intéressantes, mais pas un mot de critique sur lui. Voilà, ça, c'est Il y le a deux côté biographes et les deux étaient des disciples. Il y a donc Poupoul et l'autre, c'est Marie Lutens. Oui, c'est ça. Là. Marie Luitens était la fille d'une amie de Krishnamurti qui était proche de lui dans la jeunesse. Et je pense que c'est pour ça, il a dû avoir un lien de cœur avec elle et il lui a dit d'écrire cette biographie. Et je pense qu'elle était de la famille de Luitens qui a construit New Delhi, donc une personnalité considérable dans le Raj indien, puisque c'est lui l'architecte de la nouvelle capitale de l'Inde et de la capitale Ah, c'est actuelle. une indienne, Marie Lutens? Ben non, 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 hein, typiquement anglaise, hein, elle avait avec ce nom-là. Et, mais elle était proche de Krishnamurti depuis le début. Et donc, enfin, où elle était la fille d'une proche de Krishnamurti. Et donc, elle a eu la vibration pour écrire. Mais elle dit bien que quand Krishnamurti lui a demandé ça, elle avait très peu étudié son enseignement, ni même elle n'avait pas vraiment lu ses livres. Et peut-être c'était une manière pour Krishnamurti de lui demander de s'intéresser à cet enseignement. Il l'a fait très bien. Après, quand on lit sa biographie, c'est très bien documenté. Tu as lu les deux biographies? Alors, Marie-Louise Tan, ça a été plus court. Hein. Je crois qu'elle a fait Mais 2 déjà, volumes. Marie Lutens, il y a 3 volumes. Hein? C'est ça, oui. Donc, je crois que j'ai un peu regardé les 2 premiers. Le troisième était peut-être pas encore paru quand j'ai écrit. Et par contre, pour Paul Jayakar, j'ai lu plus en entier. Mais c'est vrai que si j'avais lu Marie-Louise Tan très en détail, je suis sûr que j'aurais trouvé d'autres choses, etc., pour confirmer. Comparativement entre les deux, tu dis que l'autre Poupoul était une vraie dévote, alors que Marie Lutens, comment tu trouves comparativement avec l'autre biographe? Ben, je crois que Marie-Louise Tan avait sa manière de dévotion, mais elle avait moins pratiqué pendant longtemps sous la guidance de Krishnamurti, alors qu'on peut dire que Popol Jayakar, elle pratiquait sous la guidance de Krishnamurti. Donc peut-être la biographie de Marie-Louise Tan, c'est un peu plus extérieur, mais bon, en même temps, c'est bien quand on est biographe
d'être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, avoir un regard extérieur, ce n'est pas mauvais pour un biographe aussi. Mais Pupul, elle pratiquait quoi? Vu que Elle tu pratiquait n'as rien l'enseignement de à Krishnamurti, enseigner. la voie de la connaissance, regarder son mental tel qu'il est de l'extérieur, comprendre comment ce qui fonctionne, ne pas être dans la répétition, se libérer du connu. Voilà, c'était tout l'enseignement de Krishnamurti, revenait tout le temps à ça et elle le suivait, donc elle essayait de pratiquer ça. Okay. Il y en a une autre qui est devenue enseignante et des Français ont été à son école, elle s'appelle Vimala Thakar. Donc au début, elle était disciple de Krishnamurti, puis ensuite elle est devenue indépendante sans du tout critiquer ou renier Krishnamurti, mais elle est simplement devenue indépendante avec ses propres disciples. Et elle a fait des commentaires des Yoga Sutras, elle a fait des livres Elle intéressants, je a n'ai pas tout écrit lu. sur Krishnamurti ou Pardon? elle a écrit sur Krishnamurti ou Alors ça, je ne pense pas. Mais bon, tout le monde elle s'est savait qu'elle complètement a... séparée de lui, c'est-à-dire. Oui, tout le monde savait qu'elle avait étudié avec lui pendant longtemps et donc il y avait une influence voilà, de Krishnamurti dans son enseignement, même si elle ne le disait pas toutes les lignes, mais elle ne s'en cachait pas non plus. Jacques, ce qui est un peu, disons, ce qui attire l'attention dans ton article, qui est intéressant globalement, c'est que tu le commences par l'histoire de la rencontre entre Mahanandamayi et Krishnamurti. C'était en 1948, tu dis, à Delhi. Il avait 51 ans. Il rencontra Ma dans le jardin. Moi, je te cite, car cette dernière n'entrait jamais dans la maison des gens mariés. D'abord, c'est quoi ta référence? Sur quoi tu te bases en racontant Je l'histoire? pense que c'est Pupul Jayakar qui le raconte. Hein. J'ai dû mettre dans le texte la référence et donc je pense que c'est Pupul Et Jayakar qui justement, c'est raconte. ça. Moi, je n'ai pas trouvé bien la référence. Et c'est ce que moi, je te suggère, je t'en ai parlé hier, que dorénavant, vaut mieux mettre les références page par page. D'ailleurs, c'est plus permis dans la méthodologie nouvelle académique qu'on sépare énormément et Oui, à de grandes distances entre les références et le texte lui-même. oui, c'est plus Et il y a pratique des quand c'est choses en qui bas, oui. sortent, ça, vraiment, c'est pas très clair. Mais est-ce que dans les littératures de Mahanandamayi, c'est-à-dire ses disciples, parlent de cette rencontre? Alors, il faudrait chercher Moi, j'ai pas celle trouvé qui jusqu'à a... maintenant, à ma connaissance, j'ai beaucoup fouillé, j'ai pas trouvé, j'ai rien trouvé sur cette rencontre qui Oui, apparemment oui, oui, est oui. importante. Ben, il faudrait voir ce qu'en dit Atmananda peut-être dans La mort doit mourir, parce que comme il y a le premier tiers de son autobiographie Atmananda est sur Krishnamurti, et deux derniers tiers, c'est quand elle était avec Mananda Mayi, c'est possible qu'elle l'ait mentionné, mais même si elle n'était pas là, qu'elle l'ait mentionné quand même. Mais sinon, peut-être dans les articles d'Ananda Varta, mais là, ça devient difficile à retrouver, hein, même si, bon, c'est des articles qui sont des textes qui sont conservés. Mais peut-être la Varta n'avait pas commencé en 1948, ça a commencé plus tard. Donc, et alors, sinon, une source possible, c'est Didi, donc Oui, mais l'assistante de Didi, est-ce Ma. que ça a été déjà traduit en anglais? Parce qu'elle a un journal assez long et très détaillé. Oui, c'est ça. Alors, je crois que les 6 ou 7 premiers volumes sont traduits en anglais, mais je crois qu'il y en a 17 ou 18. Et donc, Et c'est c'est édité, chronologique, donc c'est peut-être que la traduction anglaise n'est pas arrivée à 1948. oui, donc on n'arrive pas là. Et tu as dit, donc on risque pas, on n'a pas de chance de trouver ça. Bref, mais là je note une remarque que tu dis, et j'aimerais bien discuter avec toi sur ça. Tu dis, il rencontra Ma dans le jardin, car cette dernière n'entrait jamais dans la maison des gens mariés. Et là, ma question, mais Krishnamurti n'était pas marié. Oui, mais ils étaient chez des gens et ces gens étaient mariés, donc Ma vivait dans le jardin. Alors souvent, on lui faisait une sorte de petite cabane dans le jardin, donc où elle habitait pour 2, 3 jours. Et puis après, quand elle s'en allait, la cabane devenait le temple de la maison. Et ils allaient faire leur méditation dans cette cabane à l'abri des bruits de la maison. Donc c'était Et, aussi une manière pour Ma d'inciter des gens qui avaient un peu d'argent, donc il y avait un jardin,
d'investir dans un petit temple, une petite salle de méditation en dehors de la maison et du bruit de la maison, et comme ça de les pousser à mieux pratiquer. Donc voilà, elle combinait une règle de sannyasi, ne pas dormir chez les gens sous le même toit que les gens mariés. Donc elle dormait dans les temples aussi, dans les vérandas des temples, mais aussi dans les C'est une petites tradition maisonnettes qu'on faisait dans indienne, le ça, jardin. de ne pas dormir sous des toits des gens mariés? Pardon? C'est une tradition Et des... c'est une tradition des sannyasis, oui, oui, hein, ils ne doivent pas aller au mariage et normalement, ils ne doivent pas dormir sous le même toit que les gens mariés. Donc, ils dorment dans des maisonnettes ou dans les vérandas des temples ou dans les temples eux-mêmes. Donc, dans les dharamsalas. Les dharamsalas, c'est des abris religieux. C'est justement fait pour les gens qui sont un peu Et, voyageurs, pèlerins, qui ne sont pas dans le système social, qui sont plus consacrés à la religion. Donc, et les dharamsalas, il y en a beaucoup. Donc, finalement, voilà, les sannyasis peuvent dormir, ils ont le choix, ils ont des endroits. mais moi, en lisant ce que tu as écrit, j'ai cru qu'il y a une certaine reproche critique à Krishnamurti, c'est que ce n'était pas un brahmachari en quelque sorte. C'est pour ça qu'elle ne l'a pas rencontré chez lui, Non, plutôt non, dans non, le non, non, jardin. c'est juste la tradition parce qu'ils se sont rencontrés chez une tierce personne, dans le jardin d'une tierce personne. Hmm. Krishnamurti, il n'avait pas de maison, hein, il allait d'un endroit à l'autre, comme Ma. Ouais. Enfin, Ma avait des ashrams et Krishnamurti a fini par en avoir, mais dans l'ensemble, les deux étaient très souvent en déplacement. Hmm. Ben, et je continue à propos de cette rencontre. Tu rapportes ce que disait Mahananda Mayi à Krishnamurti. Elle disait, les gens viennent vous écouter par milliers, dit-elle. Ça veut dire que vous êtes un gourou. Donc, lui, Krishnamurti, il lui tint la main doucement et ne répondit pas. Et après, tu continues, toi, en disant, il parla d'elle avec chaleur et affection. Il y avait eu une communication bien qu'en grande partie sans parole. Et pourquoi il ne lui a pas répondu selon toi? Il n'a pas voulu la contrarier? Ben, je pense elle l'a coincé en quelque sorte. Et alors lui, il était bon joueur et il a reconnu qu'il n'avait rien à dire. Il n'a pas essayé de se défendre à tout prix. Comme elle le parlait, Manon Mayi, elle était beaucoup dans la vérité et elle disait les choses, mais très gentiment. Du coup, il n'a pas éprouvé le besoin de se lancer dans une discussion. De toute façon, il répétait à toutes les fois qu'il n'était pas un gourou, qu'il ne fallait pas être un gourou. Et là, quelque part, elle l'a coincé. Et donc, voilà, il était bon joueur. Il n'a pas essayé de se défendre. Eh ben, et tu sais, cette rencontre est intéressante. Ça m'a fait rappeler une très célèbre rencontre dans le soufisme entre deux grands soufis à l'époque, Ibn Arabi, qui est très connu, et Sohrawardi. Et donc, Ibn Arabi, qui est allé juste à Bagdad, on raconte rencontrer Sohrawardi. Et les deux se sont assis et pendant une heure, et personne n'a rien parlé à l'autre. Et Oui, finalement, Ibn Arabi s'est levé, il a salué Sohrawardi et il est parti. Et les gens disaient, bah, vous venez de très loin pour rencontrer Sohrawardi à Bagdad et il n'y a rien à dire. Et Ibn Arabi a répondu, on a tout dit. oui, oui. Il y a la même histoire avec, je pense, c'était Taureau qui est traversé la mer pour venir voir un grand transcendentaliste anglais, peut-être Carlyle ou quelqu'un comme ça. Et alors, il est arrivé à son pub et il s'est assis pendant une heure à sa table, ils n'ont rien dit, puis il est reparti pour les États-Unis. Et il a dit, on s'est rencontrés, on a eu une très belle rencontre. Un petit peu, c'est ça, la Oui, rencontre entre Mahananda Mayi. Il n'y a pas eu beaucoup de paroles, oui. d'échanges. C'était La essentiellement. prochaine fois que je viendrai te voir à Beyrouth, on va faire ça. On va s'asseoir une heure en silence. Je vais repartir. Je vais continuer vers Bagdad ou vers Téhéran. Aller voir mes amis, les sunnites ou mes amis, les chiites. C'est étonnant, c'est beau, c'est-à-dire c'est très subtil cette rencontre entre les deux. Oui, Et c'est pour ça, moi, je t'ai posé la question. J'aimerais voir et lire la version
du côté de moi, Anandamayi, comment les disciples ont raconté Oui, cette rencontre qui est très, très originale entre deux grands maîtres. oui. Et ça sera beau de comparer les deux textes, en quelque sorte, si on arrive Oui. à trouver un J'essaierai de texte demander demain à Pushparaj, peut-être qu'il pourra retrouver, en demandant aux disciples demain, peut-être dans les carnets, enfin les livres en hindi de Didima, peut-être qu'elle raconte ça, parce qu'en général, elle était avec Mananda Mayi, donc quand il y avait des rencontres comme ça, elle les mettait dans son journal, et on peut avoir la version de Didima. Demain, on a un Zoom avec lui, donc je vais lui demander. Ok, ok. Note chez toi pour ne pas oublier. Et là, tu continues en concluant. Et tu dis du disciple, tu parles de Krishnamurti, bien sûr, du disciple qui ne voulait plus être disciple, au gourou qui ne voulait pas devenir gourou. Donc, ma question, pourquoi cette résistance continuelle et comment peut-on l'expliquer psychologiquement chez Krishnamurti? Il était au point de frottement de deux cultures, hein, la culture hindoue traditionnelle qui donne une grande importance au gourou, et puis la culture anglaise qui apparemment donne plus d'importance à l'autonomie, mais qui au fait est très dans la dépendance avec les structures ecclésiastiques. Hein. Les structures ecclésiastiques sont assez rigides, même si les protestants ont des églises, sont indépendants de Rome, mais ils sont quand même dépendants de la chef de l'église anglicane qui est la reine, etc. Les églises sont très structurées. Donc, des deux côtés, il voyait des dépendances et lui cherchait l'autonomie. Et en plus, je pense, quand on va dans une psychologie plus profonde, il a été éduqué dans la société théosophique par Leadbeater, qui avait des tendances homosexuelles assez nettes. Oui, on Et va en donc, parler en détail. oui. Ouais. Ça a été embarrassant pour lui et donc ça l'a amené un peu à jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire repousser toute relation d'influence d'un aîné sur un plus jeune. Voilà, je pense que ça c'est important et ça l'a un peu braqué sur cette attitude anti-gourou. Puis ça faisait moderne aussi parce qu'on pouvait lui représenter d'être un gourou d'Inde et dans le milieu occidental, et donc il voulait se démarquer de ça aussi. C'était aussi pour flatter un peu les Occidentaux. Anti-gourou, donc, ça a un rapport avec sa relation avec Leadbeater, à ton avis? C'est pour ça qu'il. Oui, je pense, oui, hein, il faut en parler clairement, parce que lui-même était très pur, hein, éduqué dans une chasteté assez stricte, mais il y avait ce problème de tendance homosexuelle chez Leadbeater, et j'avais lu les détails, effectivement, donc On va en il y a même parler. eu des enquêtes de J'ai police. plusieurs questions là-dessus. Oui, Mais oui, là, il oui. y a une chose là, dont tu parles plusieurs fois dans ton article, Jacques. Krishnamurti et la culture indienne. Et tu dis qu'il a même presque oublié sa langue mère. Il ne connaissait que l'anglais. Tellement il y a eu cette aliénation chez lui, cette rupture avec sa culture de base. Oui, donc sa mère est décédée quand il avait 9 ans. Et puis ensuite, il a été adopté quand il avait 11 ans, je pense avec son frère Nita aussi, par Leadbeater. Et là, il a une éducation très anglaise, voilà, avec le complexe de Oui, mais supériorité indien. jusqu'au point d'oublier sa langue mère, Je sa pense langue d'origine. qu'il avait du mal à la parler, mais il devait la comprendre, comme c'est le cas souvent. Hein, voilà, C'est pas s'il le était, hindi, C'était le Telugu, je pense, comme il était d'Andhra Pradesh. Hein, Mm. donc, ça devait être le Telugu. Et puis, il vivait à Madras, donc il devait savoir aussi le tamoul. Mais effectivement, donc à partir de l'âge de 12 ans, il était dans un milieu purement anglophone. Et donc, effectivement, comme il n'a pas pratiqué, il a dû un petit peu oublier. Oui, Et mais en ensuite, quand quelque il, sorte, c'est un refus aussi de la culture, non? Comme il a après refusé et rejeté toute la tradition du Veda et de Vedanta et tout ça. il a rejeté les rituels, mais il n'a pas du tout rejeté le Vedanta. Ce qu'il faisait, c'était du pur Vedanta.
Donc, il était intelligent et cultivé, donc il le savait, mais dans son enseignement, il se disait, ça ne sert à rien de donner des cours de sanskrit aux Occidentaux. Ce qu'il faut, c'est leur faire goûter l'essence du Vedanta avec des mots de tous les jours. Et donc, il s'est employé toute sa vie à faire ça. Mais bon, il était suffisamment cultivé pour comprendre que ce qu'il faisait, c'était du pur Vedanta. Et puis, ça ressemblait aussi beaucoup à ce que faisait Nagarjuna. Hein, voilà, donc il avait lu ces auteurs-là et et puis lui-même s'identifiait au Bouddha Maitreya, donc beaucoup à la méditation bouddhiste. Et voilà, mais il voulait parler simplement et montrer à des Occidentaux qui n'étaient pas dans cette culture qu'ils pouvaient aussi rentrer dans une expérience méditative sans avoir besoin d'apprendre le pali ou le sanskrit. Jacques, il y a un aspect, un côté chez Krishnamurti que tu évoques, même brièvement, mais que j'aimerais bien l'élucider. Tu dis Krishnamurti avait des pouvoirs parapsychologiques, lire dans les pensées, prédire l'avenir, etc. Tu parles de plusieurs. Mais tu continues, il avait mis de côté tous ses pouvoirs naturellement. Il n'avait jamais éprouvé beaucoup d'intérêt à leur égard. Ma question, pourquoi s'était-il abstenu d'utiliser ses pouvoirs? Il aurait pu en utiliser, en profiter. Alors, il avait dit que ça lui était venu dans l'enfance et donc, voilà, c'était pour lui des choses qui étaient naturelles, mais il s'est aperçu, bien sûr, que ce n'était pas si naturel chez les autres. Et après, donc, il y a l'enseignement général du christianisme, de l'hindouisme, qui se méfie des pouvoirs miraculeux, qui dit qu'il faut les laisser tomber. Et puis, il a vu aussi le côté finalement un peu infantile de la société théosophique, où chacun se vantait de visions un Oui, peu miraculeuses, de c'était le communication cas de avec l'au-delà. Blavatsky elle-même. Même. Elle se Et vantait toujours c'est d'avoir ça. rencontré Kusumi et El Moria et tout ça. C'est des Et racontats. c'est ça. Et donc, il voulait pas rentrer là-dedans. Et du coup, il insistait sur laisser tomber ce genre de phénomène. Mais Mais ceci dit, pour les disciples, il pouvait imposer les mains et il avait des guérisons. Hein. Donc, il ne refusait pas de donner un coup de main, c'est le cas de le dire, en tant que guérisseur à des disciples proches. Il n'en parlait pas en public, mais quand on lit les biographies de Pupul Jayakar, si on lui demandait gentiment, il pouvait faire quelque chose. Mais justement, et c'est un peu équivoque, Jacques, là, je viens d'en parler, Blavatsky, elle prétendait toujours avoir des rapports et des communications avec les maîtres, comme Kusumi et El Moria. Et lui, déjà, avant qu'il rompe avec la société théosophique, il parlait de certains contacts avec ces mêmes maîtres. Donc, Je ne qu'est-ce pense qu'il a? pas que ce soit avant qu'il rentrait à la Société théosophique. Il pouvait lire dans l'esprit des gens, connaître le contenu de l'être qui était fermé, il connaissait quand même le contenu, ce genre de phénomène parapsychologique général. Mais ce qui s'est passé, quand entre 22 et 25 ans, il y avait donc Madame Blavatsky était décédée depuis longtemps et Annie Besant était en déclin cognitif. Et donc, il y avait une concurrence pour savoir qui aurait la succession d'Annie Besant. Et donc, pour avoir la succession dans les croyances de la société théosophique, il fallait avoir des contacts avec les maîtres. Donc, il y avait plein de gens dans la société théosophique qui affichaient leur contact avec les maîtres. Et comme lui était le successeur officiel en tant que messie de la génération à venir, il s'est dit, il faudrait que je médite et que j'ai des visions des maîtres. Et c'est là qu'il s'est mis à méditer, à garder la visualisation du Bouddha Maitreya pendant 24 heures de suite, à faire des choses quand même assez costaudes pour le jeune qu'il était. Et c'est là qu'il a plus ou moins pété les plombs et il a mis un peu de temps à s'en remettre. Et là, tu parles déclin cognitif de donc Annie Besant, c'était quand? C'était quand Krishnamurti avait 22-25 ans, donc il est né en 1895, donc ça devait être vers 1917-1920. Mhm. Parce que justement, donc, elle, un déclin cognitif, c'est-à-dire elle a un problème psychologique sérieux ou? Je crois, elle devait perdre la mémoire, hein, elle devait être Hum, très âgée, elle perdait la mémoire. hum.
Jacques, tu parles du père du Krishnamurti et le père décida d'intenter un procès qu'il perdit en cassation, tu dis. Et bah, donc, alors qu'on sait que son père était un employé dans la société théosophique, pourquoi donc il a rompu avec la société? Et comment ça se passait les choses? Ben ça, je me souviens plus des détails. Hein. Ça doit pouvoir se retrouver dans les biographies, au moins le point de vue des biographes, mais je me souviens plus des détails. C'est vrai qu'il s'est dit, si Krishnamurti devient le nouveau messie de la société théosophie, ce serait bien que j'exerce mon autorité de père pour pouvoir en bénéficier plus. Mais c'est vrai que là, c'était une adoption, ça faisait un peu enlèvement d'enfant. On pouvait critiquer ça comme ça. Jusqu'à quel point il était d'accord. Peut-être qu'il lui a rencontré au début que c'était juste pour lui donner une éducation qu'il le prenait à la société théosophique, mais après il s'est aperçu que c'était beaucoup plus que ça. Il voyait en lui le nouveau sauveur de la génération à venir. Et donc, il était un peu frustré en se disant, mais on aurait peut-être dû me demander mon avis, ou même si on ne m'a pas demandé mon avis, on pourrait me faire partager les bénéfices en quelque sorte. De Oui, avoir et des toi, pensées comme ça chez sais, mon père. tu sais rien sur la relation de Krishnamurti avec son père à ce moment? Non, 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 ça, je crois pas même que ces biographes en parlent beaucoup, parce que sinon, je l'aurais noté, comme moi, je m'intéressais à l'aspect psychologique de Krishnamurti. Je pense que si j'avais vu des choses là-dessus intéressantes, je les aurais notées. Tu parles là, le traitement qu'il a suivi, un nombre incalculable de verres de lait pendant la journée pour améliorer des douleurs gastriques. C'est un traitement qui semble, par la médecine de nos jours, plutôt contre-indiqué, tu dis. Est-ce qui lui a prescrit ce traitement et pourquoi est-il contre-indiqué actuellement? Ben, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Zollinger-Ellingson, c'est-à-dire c'est un excès de calcium qui fait que l'estomac se met à sécréter beaucoup d'acide et du coup, ça favorise des œsophagites, des gastrites, voire des ulcères d'estomac. Il y a une sorte de cercle vicieux parce que plus l'on prend de lait, plus ça s'aggrave. C'est-à-dire le lait donne l'impression de soulager pendant quelques minutes, mais après ça s'aggrave. Bon, c'est des souvenirs hein, d'il y a 40 ans, mais je pense que c'est comme ça que ça se passe. Et donc, à l'époque, on croyait que boire beaucoup de lait pouvait soulager les douleurs gastriques, et puis après, on s'est aperçu que c'était le contraire. Voilà, donc c'était une erreur médicale, mais à l'époque, les gens pensaient comme ça, et donc on lui disait de faire ça, mais évidemment, ça ne marchait pas bien, et Donc au lui, il contraire, souffrait ça. de ça. Donc il prenait un traitement au lieu d'améliorer son état. Oui, oui, ça a augmenté ses douleurs gastriques, oui, mais là, ce n'était pas fameux comme traitement. On arrive au cas de Leadbeater qui est important d'ailleurs. Krishnamurti n'a pu ignorer l'aspect homo, tu dis là, je te cite, dans la personnalité de Leadbeater. Et là, encore plus, et c'est pire, Leadbeater conseillait la masturbation aux ados. Donc, est-ce qu'il l'a conseillé par homosexualité, selon vous, pourquoi? Et, et là, tu continues en disant que Hubert van Hoek, qui était l'autre messie, ou plutôt pseudo, a déclaré à Annie Besant que Leadbeater l'avait misuse, c'est-à-dire il a abusé de lui, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi a-t-il donc épargné Krishnamurti, à ton avis, alors qu'il a abusé de l'autre et ils étaient presque ensemble? Oui, ben ça, je me souviens plus des détails, mais enfin, bon, c'était peut-être que Krishnamurti d'emblée était très strict et puis peut-être qu'il était en lien direct avec Annie Besant plus que l'autre. Donc, Leadbeater a pensé que c'était pas juste, voilà, ou peut-être que Leadbeater était plus attiré par un petit Hollandais qu'un petit Indien à cause de ses goûts, je ne sais pas. Là, voilà, ça fait 30 ans que j'écris là-dessus, ou 35 ans, donc je me souviens plus de ces Et la détails-là. question est pourquoi il conseillait aussi la masturbation aux ados? C'est un conseil d'un homo, c'est-à-dire? Ben, pas forcément. Hein. Il pouvait dire
que c'était mieux qu'aller voir des prostituées, mais Oui, en même temps, il quel semblait… genre d'éducation? Parce que nous, on lit qu'il a été éduqué, Krishnamurti, dans une chasteté stricte. Quelle chasteté si on conseille à un ado de la masturbation? Ben oui, oui, oui. Donc, c'était les contradictions de Leadbeater. On ne peut pas soupçonner que finalement ce conseil, c'est dans le sens d'abuser de lui homosexuellement dans Si, un futur proche. probablement, hein, parce que c'était quelque chose qu'il faisait en général, donc ça devait être aussi le cas pour d'autres adolescents dans le milieu de la société théosophique. Voilà, donc ça a créé des problèmes à un moment. Même il a été interrogé par la police en Australie, Oui, qui lui mais a demandé justement, on va en directement de parler, mais certifier. moi, ce que je pose la question, c'est que la société théosophique, elle affiche toujours, depuis Blavatsky et jusqu'à maintenant, euh, euh, un- une rigueur vis-à-vis de la chasteté. C'est Oui, un petit peu comme, comme chez les moines et les moniales. Soit bah, ils affichent la chasteté, puis ils pratiquent la pédophilie. Lui, il affiche la chasteté, il pratique l'homosexualité. C'est un peu… oui, ou peut-être même avec des jeunes, donc des mineurs. Donc, il y avait un aspect pédophilie chez Leadbeater. Voilà, alors, est-ce que ça a été simplement à certains moments avec certains jeunes ou est-ce qu'il le faisait plus de façon plus générale? Voilà, moi, j'ai vu l'aspect des biographes de Krishnamurti, mais si on voulait avoir une idée complète, il faudrait regarder les archives, voir ce qu'a dit la police, que la police a enquêté là-dessus, voir ce qu'ont dit les gens de son époque D'ailleurs, pour toi, répondre. tu signales pas le problème, c'est-à-dire ton article est tellement concis. Tu dis qu'à un certain moment, Leadbeater, il a été écarté, en quelque sorte, de la, de la société théosophique, justement à cause de ça. Et tu Oui, parles c'est ça, oui, oui, oui. du procès en Australie, scandale de Sydney. Krishnamurti et son frère sont obligés de témoigner de la moralité de Leadbeater. Bah, qu'est-ce qui s'est passé dans ce procès? Et puis Oui, pourquoi? ben, il était accusé de pédophilie et donc il y avait des gens qui disaient qu'il avait pratiqué ça avec Nitya et Krishnamurti et eux ont témoigné que non. Voilà, mais ça n'empêche pas qu'il ait pratiqué avec d'autres, hein, Hmm. Oui, finalement, il a été mis un peu de côté, oui, c'est ça. Mais par contre, tu continues en racontant, et c'est ça ce qui est, bah, disons, qui saute aux yeux, un peu attirant. Et Krishnamurti, tu dis, a toujours gardé de la reconnaissance à son ancien mentor, c'est-à-dire Leadbeater. Et puis tu continues en racontant, à 80 ans, il retourne à la société théosophique dans la chambre d'Annie Besant. Il regarde le portrait de Leadbeater et il répète Pax, Pax, c'est-à-dire paix. Sa reconnaissance est touchante, à mon avis. Ne montre-t-elle pas l'amour qu'il a dans son cœur et pourquoi il était tellement… Il n'était pas contre lui, il ne l'a pas, en quelque sorte, il n'y a pas de haine, il ne l'a pas reproché avec toutes ces Oui, ben, c'est-à-dire déviations. avec la maturité, et il le dit à un moment, il le dit à l'époque, les enfants comme ça, pauvres de l'Inde, pouvaient aussi bien mourir sur le bord de la rue. Ouais. Et grâce à Leadbeater, qu'il a reconnu donc, sur la plage de Madras, et avec son frère, il a été recueilli, non seulement logé, nourri, mais il a eu une éducation très bonne. Et du coup, il est devenu Krishnamurti. Donc, il a reconnu que Leadbeater avait quand même été décisif pour ça, malgré ses défauts. Hmm. Sinon, il serait resté un gamin à jouer sur la plage et à faire des petits boulots pour survivre. Ouais. Bah, il était reconnaissant en quelque sorte à ce qu'on lui a fait. Et tu parles aussi de quitter son corps, déjà Vivekananda, et puis c'est quoi quitter son corps, le terme même. Et là, tu parles de certaines expériences dans ce sens chez Krishnamurti. Et qu'est-ce que c'est, à vrai dire, quitter son corps? Oui, donc
Swami Vivekananda, il en faisait le signe d'une bonne méditation, mais il y a deux manières de quitter son corps. Il y a quitter son corps pour un voyage astral où on se balade dans des mondes qu'on ne connaît pas, on rencontre des gens positifs, des gens négatifs, etc. Et ça a un certain danger. Mais sinon, il y a aller au-delà du corps et même du mental ordinaire dans l'océan de lumière. Et ça, c'est ce que cherchent les bons méditants, à faire ça directement, plutôt que des voyages astraux où on rencontre toutes sortes d'entités qui vous racontent toutes sortes de choses. Ça, c'est une manière de quitter son corps un peu risquée. Hein. Mais si on va directement dans l'océan de lumière, là, il y a moins de risques et c'est ce qu'on cherche dans une méditation profonde. Donc, Oubliez le le corps. voyage astral qu'on lit là chez Lobsang Krampa et les Tibétains, etc., c'est ça? Alors oui, alors il faut distinguer Lobsang Grangpa et les Tibétains, puisque le Lobsang Grangpa n'avait jamais rencontré de Tibétains. Hein, il avait inventé son truc dans un salon de Londres. Et donc, il faut distinguer Lobsang Grangpa du véritable enseignement tibétain. Mais effectivement, les Tibétains travaillent sur le corps subtil, sur les visions, etc. Donc, ils ont un enseignement sur ces mondes intermédiaires. Le Bardotodol aussi, ça veut dire l'écoute des mondes intermédiaires. Donc, ils ont une connaissance et un savoir-faire pour ces mondes intermédiaires, mais dans la méditation classique, comme dans le Vedanta, on se détache directement du corps et on va vers l'océan de lumière, vers l'océan du soi, vers la nature de l'esprit, etc., comme on dit dans le bouddhisme. Et c'est pas risqué, ça, ce genre de pratique? Ben, quand on s'intéresse de trop au monde D'ailleurs, intermédiaire, toi, aux tu gens qu'on parles de rencontre, celle de Shankara, que finalement, au bout d'un moment, il voulait revenir, je sais pas quoi, il a pu juste revenir, sinon ils auraient enterré son corps. mais l'histoire complète est intéressante et Vijayanda l'a raconté de temps en temps. Il a défait Madame Mishra dans ses théories, donc il a poussé les théories du Vedanta et donc celui qui perdait devait se convertir à l'école religieuse et métaphysique de celui qui gagnait. Hein. C'était les règles du jeu de l'époque. Mais alors donc, ça semblait gagner, mais la femme de Madame Mishra est intervenue et a dit, on dit dans la spiritualité comme l'homme et femme ne fait qu'un. Et donc, effectivement, tu as défait mon mari, mais maintenant, je te défie et parle-nous de l'art de l'érotisme. Et alors, comme Shankaracharya avait observé la chasteté depuis la naissance, il était bien embêté. Alors, ce qu'il a fait, il a quitté son corps, donc il est paru comme mort à l'époque, et il est rentré dans le corps, dans le cadavre d'un roi qui était mort, et donc il l'a ressuscité par son pouvoir juste avant qu'on le brûle. Et donc le roi sur le bûcher, avant qu'on allume le bûcher, s'est rassis et on a vu qu'il était vivant. Donc tout le monde s'est réjoui. Et du coup, en étant dans le corps du roi, il a pu bénéficier de son harem et développer son art érotique. Sauf qu'il y avait un problème, il était beaucoup plus intelligent que le roi. Et les gens se sont dit, c'est pas normal, il y avait un roi idiot qui est mort et ensuite la vie est revenue dedans et tout d'un coup c'était un roi très intelligent. Donc ils ont dû, ça doit être un sage qui est mort, qui a quitté son corps, qui s'est séparé de son corps pour venir dans le corps du roi. Et donc, on est très content d'avoir un roi intelligent maintenant. Donc, ce qu'on va faire, on va envoyer discrètement des gardes dans tout le royaume. Et s'ils trouvent un sannyasi qui semble en samadhi, eh ben, on va leur dire de le brûler pour que le sage ne puisse plus revenir dans son ancien corps et reste dans le corps du roi et puisse bien diriger le royaume. Et alors, donc, Shankara a compris ça. Et finalement, et après avoir pendant quelques semaines profité des joies du harem et parfait son art érotique, il est revenu dans son ancien corps juste au moment où les gardes arrivaient et voyaient que c'était un sage qui semblait en samadhi, donc il voulait brûler son corps. Et là, il s'est réveillé, donc ils n'ont plus brûlé son corps. Et là, il a pu répondre à la femme de Madame Mishra sur les questions de l'art érotique. Et la femme de Madame Mishra est Ça a devenue l'air aussi une d'être un grande. mythe, ce récit, non? Ah ben en Inde, hein, on est entre le mythe, l'enseignement, les pouvoirs C'est parapsychologiques, difficile à ça c'est avaler, l'hindouisme. cette histoire, non? En tous les cas, Vijayananda le racontait.
ce qu'on peut Oui, dire. oui, je connais l'histoire, elle est connue. Oui. Mais ce on la trouve ce dans que les ça veut peut-être Écritures, dire, mais elle c'est est que magnifique. par la sensibilité, hein, le yogi peut avoir les subtilités de l'érotisme même sans le pratiquer, voilà, parce qu'il a toutes les sensations érotiques en lui. Et donc, par la clarté de conscience, il peut voir ce que ça donne. Il n'a pas besoin d'avoir des années d'expérience de harem comme les rois de l'époque. Hmm. Je pense que c'est ça le sens profond. Et de toute façon, dans ce sens, Et donc, le fait d'être parle. mort, de quitter son corps, ben, c'est simplement la méditation profonde. Hmm. Oui, parce que finalement, quitter son corps, donc on revient à la notion de l'Atman, qu'il y a vraiment une entité euh, qui, qui se sépare du corps. Oui, Et là, c'est typiquement, disons, hindou, c'est plus du tout bouddhiste qui renie carrément l'Atman et la notion d'Atman, non? ben, c'est-à-dire, ils insistent sur le non-ego, mais quand on regarde le non-ego, c'est l'Atman universel des hindous, en fait, c'est très proche. Hein, voilà, donc il ne faut pas confondre le petit Atman et le grand Atman. Et si on relie le grand Atman au non-ego ou à la conscience de Nirvana ou à la nature de l'esprit des bouddhistes, à ce moment-là, ils disent la même chose. Donc, il ne faut pas se Justement, limiter aux toi, tu mots. parles, en continuant, en parlant de comment il quittait son corps, tu parles des douleurs physiques apparaissent dans la colonne vertébrale chez Krishnamurti. Elles suivront Krishnamurti tout au long de son existence, ces douleurs. Ces douleurs sont-elles dues à sa sadhana? À quoi c'est dû, ces douleurs? Alors, probablement, hein, probablement, il appelait ça le processus. Et donc, c'était sans doute, souvent dans la sadhana, on parle de processus de purification qui peuvent être douloureux. Et donc, en tous les cas, c'est sans doute comme ça que lui et ses disciples l'interprétaient. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est revenu, et voilà, on dit en psychiatrie, enfin on observe en psychiatrie que peut y avoir des délires qui viennent à 25-30 ans, qui se calment et qui reviennent à 50 ans sous forme de psychose hallucinatoire chronique. Alors, je ne veux pas réduire Krishnamurti à ça, mais effectivement, on a l'impression quand même qu'il y a eu des phases de dissociation très fortes à 25-30 ans qui sont revenues à 50 ans. Mais comme Krishnamurti était un praticien, il avait fait aussi cette longue retraite entre 1930 et 47, c'est-à-dire entre l'âge de 35 ans et de 49 ans, dans la forêt. Et donc, il avait une bonne expérience de son propre esprit. Et donc, quand cette tendance à la dissociation est revenue, il en a fait une méditation. Il ne s'est pas laissé emporter par le délire. Parce qu'il avait déjà une bonne maîtrise, une bonne compréhension de son esprit. Mais ceci dit, il y Et a eu ça, une crise. c'est ton interprétation ou tu as lu ça? Tu as des. Non, c'est mon interprétation. Hmm. Hein, parce que ce qui se passe à 25-30 ans, ça peut revenir très fort vers 50 ans. Ça, on le sait en psychiatrie. Mais là, on parle des douleurs physiques, Jacques. Oui, mais c'est les douleurs physiques liées à un processus psychique. Hein, là, il le disait carrément. Hein, voilà. Et donc, Il le c'était un disait. processus de sadhana, voilà, qui n'était pas si facile. Et c'est revenu à 50 ans, c'est revenu à 60 ans. Mais ce qui semble, là où il semble avoir progressé, hein, c'est qu'il ne ça gênait pas sa vie quotidienne. Il pouvait faire plein de choses dans le quotidien. Voilà, et ça, c'était pas suffisamment fort pour perturber sa vie quotidienne. Même, c'était l'époque, il était en relation avec le Pandit Nehru, donc c'était des entretiens importants. Et il avait ce processus en parallèle, mais ça n'interférait pas. Donc, ça voulait dire qu'il maîtrisait les choses. Hmm. On arrive peut-être le dernier volet de notre discussion d'aujourd'hui aux relations amoureuses de Krishnamurti, dont tu parles succinctement, disons, mais avec pas mal de détails. Tu parles déjà de Rosalind, une jolie fille de 19 ans, reste le plus clair de son temps auprès de Krishnamurti. Nitya, qui est son frère, avouera plus tard à Marie Lutens qu'il en était tombé amoureux dès le début. Donc, et puis,
tu parles d'Hélène, une violoniste avait pris la place de Rosalinde. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire et c'est déjà assez important parce que aussi tu connais l'histoire de cette scandale que lui a fait, je crois, une de ses secrétaires que voilà, elle a eu un enfant, elle était mariée, mais cet enfant, il est de lui, et c'est pas de son mari, toute une salade. Oui, 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 je connais. Et donc, et c'était en fait, voilà, c'est la fille donc enfin la fille officielle du secrétaire de Krishnamurti et de sa femme qui a dit, je crois que c'était déjà après la mort de Krishnamurti, qu'au fait, elle était la fille de Krishnamurti et qu'il y avait une relation donc secrète entre Krishnamurti et la femme de son secrétaire. Ben, c'est très louche quand même. Ben oui, alors on en avait parlé à Vijayanda et un de ses amis qui était un businessman indien qui le connaissait depuis pratiquement un demi-siècle, lui a dit, mais finalement, qu'est-ce que ça change si Krishnamurti était au-delà du corps et de l'esprit, il pouvait avoir des relations extra-conjugales, ça ne changeait rien à son niveau spirituel. Et Vijayanda, il n'était pas d'accord. Il disait non, non, c'était C'est une amoral erreur. quand même. Son secrétaire, il fait des relations avec la femme de son secrétaire. C'est pas du Oui, tout, c'est pas oui, du oui, tout oui, oui. éthique. Et puis cacher tout ça, c'était effectivement justement hypocrite, lui qui luttait tellement contre l'hypocrisie. Il semble qu'il ait été pris là-dedans. Voilà, à moins que la fille de la femme du secrétaire donc, ait inventé ça pour se donner de l'importance. Je crois que j'ai vu le livre, mais je ne crois pas que je l'ai lu en entier. Donc, je n'ai pas d'avis voilà, très précis là-dessus. Oui, mais et justement pour Rosalinde et l'autre, Hélène, donc il a eu des histoires d'amour, je ne sais pas, peut-être des rapports même sexuels avec l'une ou les deux en même temps, les deux, pas en même temps, les deux. Pardon? Oui, je dis que soit Rosalinde, soit l'autre, Hélène. Donc, c'est pas vraiment l'histoire de quelqu'un qui a vécu une chasteté. Ça avait l'air d'être un amour platonique, hein, voilà. Et puis, c'était surtout le frère qui était amoureux de Rosalinde. Alors, quand le frère est mort, je pense que Krishnamurti s'est rapproché de Rosalinde, mais pas jusqu'à avoir une relation physique, semble-t-il. Hein, enfin, voilà, c'était un amour un peu d'adolescent, quoi, un amour platonique, semble-t-il. Hein, Mais déjà, en gros, qu'est-ce qu'on pense, disons, de la vie affective, amoureuse, sexuelle de Krishnamurti, surtout que lui, il affiche une certaine liberté sexuelle et il considère même que la sexualité, ça fait partie de la nature humaine, même qu'il était toujours contre le désir, mais pas la sexualité spécialement. Oui, ben, je pense il était quand même officiellement célibataire. Il avait beaucoup de relations avec les femmes, voilà, comme dans tous les mouvements spirituels. Hein. Les femmes sont en général majoritaires. Et donc, voilà, il était beaucoup en relation avec les femmes, mais a priori, donc, dans une ambiance de chasteté, à part peut-être pour la femme de son secrétaire. Voilà. Donc, c'était pas un brahmachari en quelque sorte. Ben, ça, il paraissait, je pense qu'il était brahmachari la plupart du temps. Bon, voilà, il y a peut-être eu des moments où il était moins, mais pas forcément de façon très régulière et très, très prolongée. Tu parles aussi, la Kundalini est une force neutre qui peut devenir ou sexuelle ou spirituelle. Et Krishnamurti a opté à ce moment-là pour la seconde solution. Ça, c'est tes propres paroles. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, ben c'est justement ces expériences de processus. Donc, c'était probablement une transformation de l'énergie vitale, en particulier sexuelle, en énergie spirituelle par la méditation.
Et donc, ça ne s'est pas passé forcément de façon facile. Ça lui a demandé du temps d'être absorbé à l'intérieur de lui. Il y avait des tensions, des conflits, etc. Voilà, mais il a progressé comme ça. Et justement, pour conclure, tu dis que Krishnamurti était à cheval sur deux cultures et sur deux mystiques. Donc, il n'a pas su en quelque sorte faire un choix. Il était toujours divisé entre deux courants de tendance. Ben, pour voir l'aspect positif, hein, il a fait un pont. Voilà, il a fait un pont parce qu'il avait visiblement un niveau de voilà, connaissance du style Shankaracharya ou Nagarjuna. En même temps, donc, il avait une éducation très occidentalisée. Il cite assez peu les philosophes modernes occidentaux, hein, il ne semble pas les avoir. Il les a sans doute lus, mais ça ne l'a pas marqué. Ce qui l'a marqué, c'est surtout le Bouddha Maitreya, ce qu'on lui avait sans doute mis dans la tête quand il était élevé pour être le messie de l'ordre théosophique. Donc, on le comparait beaucoup au Bouddha à venir, au Bouddha Maitreya. Et comme je l'ai dit au début, quand on l'a interrogé là-dessus à la fin de sa vie, il n'a pas répondu, c'est-à-dire probablement, comme on dit, qu'il ne dit bon consent, c'est-à-dire probablement il n'était pas contre cette identification au Bouddha Maitreya. Et justement, dans le même sens, tu dis, Krishnamurti donnait parfois l'impression d'avoir deux personnalités. L'homme public des conférences, sévère et inflexible dans ses positions, et l'homme privé, timide, plutôt chaleureux et très drôle. Donc, ça fait partie de ce paradoxe qui était Krishnamurti, de cette double apparence, cette double personnalité. Oui, et donc cette idée, ça vient de Vijayananda, hein, qui le dit clairement dans son chapitre de In the Steps of the Yogi, sur les traces des yogis. Donc, dans le chapitre qui consacre à Krishnamurti, il voyait cette différence, parce qu'il l'avait vu en conférence à la BHU, Banaras Hindu University, puis ensuite, il avait été le voir personnellement à Rajghat avec simplement une ou deux personnes, et là, il était très affable, voilà, très proche, très détendu, alors dans les conférences publiques, il avait toujours se libérer du contenu, se libérer des conditionnements, je ne suis pas un gourou, etc. Il revenait tout le temps sur ces thèmes-là, et ça pouvait être un peu rigide. Justement, il se dédouble. C'est quoi, selon toi, psychologiquement parlant, si on va analyser ce phénomène, comment tu... Ben, je pense que pour lui, c'était un rôle qu'il jouait dans les deux cas, et il voyait que dans l'enseignement public, il fallait qu'il soit strict, et dans l'enseignement privé, l'important, c'était de faire un lien cœur à cœur avec les visiteurs. Et il y a beaucoup de maîtres qui font comme ça quand ils sont privés avec un visiteur. Voilà, c'est quel que soit le niveau de compréhension du visiteur, le lien, l'entretien privé, et pour faire un lien cœur à cœur. Et en public, ben, on donne un enseignement qui est pour tous et qui peut sembler un peu plus rigide parce que voilà, on parle pour tout le monde et on ne fait pas de détails. Donc, ce n'est pas une double personnalité, c'est une adaptation aux situations. Hein. La situation d'enseigner devant 50, 100, 500 personnes, c'est une situation très différente d'être en face de 2-3 personnes et voilà, qui viennent rendre une visite à la fois par respect et par affection, mais pas forcément pour s'entendre répéter ce qui est déjà dit dans les livres. OK. Les autres questions, on va les laisser à un deuxième débat. Ça fait déjà 1 heure qu'on est en train de débattre et on va donner un peu de temps aux gens qui sont présents. Si jamais quelqu'un désire poser une question ou participer au débat, voilà, c'est le moment. Alors, pas de questions. Il faut laisser autant aux gens le temps de digérer. Pour digérer, pour réfléchir
On a Oui. avec nous. Oui, vas-y Geneviève. Allume ton micro. Oui, Oui. j'ai mis un filtre jaune pour la lumière bleue. Ah, D'accord. Oui, je dis Pour se bien, protéger, oui. les questions, c'est trop scabreux, c'est trop difficile, on ne peut pas poser des questions. Déjà, Jacques, il a eu du mal à répondre. alors, Geneviève, apparemment, Florent. Bah, et s'il n'y en a pas, ça fait presque maintenant. On a avec nous Rabia, je ne sais pas si qui a trop lu, et même il a 2 livres sur Krishnamurti, s'il